Bienvenue à ce premier webinaire portant sur les ventes. Aujourd'hui, on va faire un peu un survol de 10 conseils. Dans le fond, on va toucher un petit peu les ventes en général. On va aller chercher 10 conseils qui vont aider à optimiser les ventes. Ce que je vous propose, je fais ma présentation aujourd'hui. Je vais laisser du temps pour une période de questions à la fin. Ce sera plus simple de les poser à la fin parce que si on commence à poser des questions pendant le webinaire, je pense qu'on ne passera pas en travers parce qu'il y a quand même pas mal de stock à voir aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Moi, j'ai une entreprise de formation depuis une dizaine d'années. Euh, j'ai un bac en communication, j'ai une maîtrise en gestion des affaires. J'ai travaillé avec les cégeps de la province de Québec. J'ai travaillé longtemps avec une dizaine de cégeps de la province de Québec, où ce que je vendais mes formations à ces cégeps-là, et ces cégeps-là les vendaient à des entreprises. Depuis 3 ans, je collabore avec l'Université Laval et un cégep seulement. Le reste de mes interventions sont faites directement en entreprise. Au cours des 10 dernières années, j'ai formé et coaché peut-être 4 à 500 représentants des ventes, plus des gestionnaires. La vente, les communications, c'est ma passion. C'est mes passions, pardon. Vous allez vous rendre compte que toutes mes formations en vente tiennent beaucoup compte de ce qu'est l'aspect communication parce que, à mon avis, c'est l'élément le plus important lorsqu'on parle de vente. Si vous communiquez mal, vous ne serez pas capable de vendre, d'être un excellent vendeur. La communication est donc la base vraiment de, euh, comment dire, c'est vraiment la base de bien vendre. On va partir à notre, oups, OK. Euh, Juste m'assurer que je n'aurai pas d'autres participants. Excellent. OK. Grosso modo, j'ai 2 programmes actuellement qui roulent. Oups. C'est 2 programmes qui roulent. J'ai une formation, programme Excellence en vente qui débute le 5 octobre. On parle de 3 demi-journées, pas de 3 demi-journées, mais le lundi, mercredi et vendredi, de 8h à 10h. Et ensuite, des questions et on travaille sur les cas. Où ce que là, c'est vraiment de la formation en vente intensive pour les représentants des ventes. Et aujourd'hui, vous voyez la première webinaire d'une série de 12 webinaires qui vont porter sur les ventes qui débutaient aujourd'hui et qui vont se terminer début décembre. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site ou carrément me poser des questions à la fin de la formation. Donc, les 10 conseils pour augmenter ses ventes. Premier conseil, première chose que je fais lorsque je commence à travailler avec un groupe au niveau d'une formation, c'est pourquoi un client achèterait de vous. C'est fondamental parce qu'un client, très souvent, la réponse que j'ai à cette question-là, c'est on a des bons produits, je vais travailler fort, on a un super bon service. C'est une très mauvaise réponse parce que la majorité des gens, de vos compétiteurs, vont dire exactement la même chose et vous ne donnez pas une valeur ajoutée à vos clients. Donc, si vous voulez vraiment vous démarquer, avoir un facteur de valeur ajoutée, il faut trouver autre chose à répondre. Il faut être capable de sortir ce qui fait la différence. Pourquoi un client va obtenir plus de vous que de vos compétiteurs? Donc, conséquemment, si vous répondez on a des bons produits ou on a un bon service, vous passez à côté de la coche, vous ne vous démarquez pas, vous êtes comme le troupeau des autres représentants. Moi, si je vais acheter et j'ai 5 représentants qui me disent qu'ils ont des bons produits, vous ne m'aidez pas, vous ne m'amenez pas une valeur ajoutée. Deuxième question que je pose toujours à un groupe lorsque je commence, c'est est-ce que on devrait toujours traiter les clients comme nous aimerions être traités? C'est une question piège. La réponse en vente, c'est non. On ne traite jamais un client comme on voudrait être traité. On doit le traiter comme lui ou elle veut être traité. Donc, fondamental, ça nous amène à réfléchir, à comprendre qu'il y a 16 profils de personnalités différentes, qu'il y a 3 axes de profils de négociateurs, et c'est à nous
de les voir, de les comprendre et de s'ajuster aux clients. Parce que si on ne s'ajuste pas, puis on reste nous-mêmes tout le temps avec notre façon de communiquer, nos façons d'être, ben, on va aller chercher 25 des gens qui nous entourent, vont être intéressés à communiquer avec nous. Mais il y en a au moins 25 des gens qui ne nous aimeront pas, qu'on ne sera pas capable de rejoindre. Déjà là, on vient de se limiter. Puis le 50 autres là, va jouer d'un côté ou de l'autre, dépendant de la journée, de la façon comment ça va au niveau de la communication. Notre job en vente, là, c'est vraiment de s'ajuster fondamentalement à qui est l'autre, de comprendre sa personnalité, de comprendre son contexte et ensuite de commencer à vraiment vendre. Il y a 3 éléments, il y a 3 couches lorsqu'on parle de vente. Il y a, première couche, c'est maîtriser ses produits et services, maîtriser les techniques et processus de vente et maîtriser les techniques de communication. Aussi surprenant que ça peut être, la partie la plus importante à maîtriser, c'est les techniques. Mon ordi ne me laisse pas passer pour la réunion Zoom, fait que je t'avais sur mon cell. Oups. OK, ça va. Bon, je continue. Il y a eu une interruption, mais je continue. Donc, maîtriser les techniques de communication, c'est la partie la plus importante parce qu'un bon communicateur peut quand même vendre, même s'il connaît moins bien ses produits. Mais quelqu'un qui comprend parfaitement ses produits et services, mais qui n'est pas capable de communiquer la valeur de ses produits et services, ne vendra pas. Il ne sera pas capable de créer la relation de confiance, de bâtir quelque chose avec ses clients. Puis les techniques et processus de vente, effectivement, c'est important. Donc, l'ensemble des 3, quand on les maîtrise, on est vraiment un représentant, une représentante d'un niveau supérieur. Par contre, comme je vous le dis, si vous ne maîtrisez pas vos techniques de communication, si vous ne connaissez pas, maîtrisez pas les 8 types de questions qu'on va voir un petit peu plus tard, excusez l'expression, vous êtes dans la merde. Vous ne serez jamais quelqu'un qui va atteindre ces chiffres ou les dépasser. Une des problématiques en vente, c'est que 13 des clients pensent qu'un représentant peut comprendre leurs besoins. 75 des représentants croient qu'ils apportent une valeur ajoutée aux acheteurs, mais seulement 5 des représentants, selon les acheteurs, amènent une valeur ajoutée. La qualité de la représentation en Amérique du Nord et au Québec est faible. Il y a 25 des représentants qui sont en mesure de faire leur chiffre et de bien répondre aux besoins de leur marché. Oups. Donc, les 10. Fondamentalement, le premier conseil que je donne, c'est avoir une structure, avoir un plan de prospection. Est-ce que vos objectifs sont fixés? Est-ce que vos cibles sont bien déterminées? Est-ce que vous avez préparé des actions? Est-ce que vous avez planifié la campagne? Est-ce que vous avez mis des indicateurs de performance à votre performance? Et ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas fait ça, vous allez carrément passer à côté d'un point hyper important. Oups, je vais juste aller voir. OK. Ça nous amène à, il faut trouver des clients. Il faut avoir un pipeline de vente. Puis très souvent, dans notre pipeline de vente, on va le faire en fonction de chiffres plutôt que de gérer des activités. Moi, je vous dis que si vous voulez avoir du succès, si vous voulez scorer, c'est au niveau des activités qu'il faut consacrer ses énergies parce que si vous faites bien vos activités, les ventes vont venir, c'est automatiquement. C'est automatique. Par contre, si vous gérez des chiffres et que vous n'avez pas une gestion de vos activités, vous allez souvent vous rendre compte que vous êtes rendu à la 3e semaine du mois et oh, là, je suis à moitié au quart de mes quotas, ça ne va pas bien. Donc, on va regarder comment on gère nos chiffres. La première chose qu'on fait quand on va avoir des objectifs par chiffre, c'est quoi le revenu annuel que je veux? Là, j'ai pris un exemple d'une équipe de vente, revenu annuel de 4 millions. La vente moyenne, 25 000 $. Le nombre de ventes pour atteindre le quota, ça prend 160 ventes pour atteindre le quota. J'ai 4 représentants. J'ai mes chiffres, un CRM, j'ai mes chiffres de taux de fermeture. Je fais une fermeture sur 3 propositions, 35 %. Donc, le nombre de ventes pour mon équipe, c'est 160, puis c'est 40 par représentant. Ce que je fais, c'est très simple. Revenu annuel divisé par vente moyenne, par le nombre de représentants,
12 mois, avec mon ratio de fermeture, je sais que pour faire mes chiffres, j'ai besoin de 9,5 prospects par mois par équipe de vente. Si je le ramène, je veux dire j'ai dit par équipe de vente, pardon, par représentant. Si je l'amène à une activité, à des activités par semaine, parce que le mois, c'est 12 mois, mais c'est trompeur parce que dans une année, vous avez un mois de vacances, vous avez des congés, on ne travaille jamais 12 mois. Donc, je préfère prendre la même formule, le ramener sur 44 semaines. Donc, c'est le même processus, mais vous allez arriver à 2,6 prospects par semaine. Ça veut dire que c'est très clair. Vous vous mettez un objectif, vous faites ces chiffres-là, vous allez savoir après 2 semaines si vous êtes dedans ou si vous n'êtes pas dedans au niveau de vos chiffres. Vous êtes capable de prendre tout de suite une action si vous n'atteignez pas vos objectifs rapidement. Alors que si on y va par chiffre, par vente, ça peut nous prendre de 4 à 6 semaines avant de se dire hey, on a un problème, ça ne fonctionne pas à notre goût. Ça, c'est la façon la plus simple de savoir que vous êtes sur la coche avec vos objectifs ou pas. Encore, je rajoute un autre élément. Si je sais que, bon, je vais prendre un exemple. On va parler tantôt qu'au niveau de la prospection, on peut diviser notre prospection maintenant en prospection numérique, où j'automatise des opérations, et prospection toujours traditionnelle, qui est encore très efficace. Je me donne un objectif que 50 de mes prospects vont venir du numérique, puis 50 du traditionnel. Ça veut dire qu'on était à 2,6 par semaine. Là, si mon numérique est bien fait, je tombe à 1,3 que je dois aller chercher. Je sais que ça prend 10 appels. Je sais, mais là, c'est toujours un ratio par rapport à chaque catégorie. Mais mettons que dans mon cas, ça prend 10 appels pour avoir un prospect. Ça me prend 1,3 prospects, puis ça me prend 20 minutes à me préparer pour un appel. Préparer un appel, c'est regarder dans mon CRM le client, aller sur son LinkedIn, aller sur son Facebook, faire un petit Google sur l'entreprise, donc aller chercher de l'information avant de l'appeler, savoir ce qu'il fait, connaître un peu la personne que je vais appeler. Bon, 1,3 prospect, si je le multiplie par 10 appels, ça me donne 13 appels par semaine, 20 minutes de préparation. Je sais, en faisant ces deux chiffres-là, là, je viens de savoir que ça me prend 1,3 prospects que je dois aller chercher. Puis pour aller le chercher, ça va me prendre 4 heures de prospection. Premier conseil, votre 4 heures devrait être carrément figé dans votre agenda hebdomadaire. Si vous ne le figez pas, vous ne le ferez pas. C'est aussi important de figer dans votre agenda vos heures de prospection que des rencontres clients, que des meetings, parce que sinon, c'est la partie qui est la plus plate à faire au niveau d'une job de représentant. L'autre chose aussi que ça nous amène à voir, c'est que, outre là, j'avais les chiffres. Là, ça me donne. C'est le nombre de hits que je veux qu'un client aille par année. Quand je parle de préparation, on en vient là. Connaissez-vous votre territoire de vente? Vous devez utiliser votre base de données, vos clients, comme levier au développement, soit par des stratégies de vente croisée, de référencement, etc. Donc, ce qu'on doit faire, c'est diviser nos clients en A, B et C. Et avec ces clients-là, on les subdivise en A+, A égale et A-. A+, c'est un gros client qui va avoir une croissance. A égale, c'est un client qui va conserver son chiffre d'affaires cette année. Et un A-, c'est un gros client, mais qui va acheter moins cette année pour différentes raisons. Donc, vous voyez qu'en vert pâle, ça, c'est les clients que moi, je vais contacter. C'est mes clients A, c'est mes clients B et c'est mes clients C. Donc, mes verts, c'est les gens que moi, je vais contacter physiquement. Donc, tous les A et les B+. J'ai choisi, dans le cadre de cette stratégie-là, puis ça peut être différent pour vous, là, on s'entend, de tout ce qui est vert foncé, ça va être automatisé avec des outils comme MailChimp, ce que Zoho peut offrir et tout et tout. Au niveau, la deuxième catégorie que je vais prendre, après mes A+, et mes B+, pour bâtir qui je vais contacter cette année, c'est de reprendre ma base de données, puis voir si j'ai des petits clients qui étaient dans les verts, mais qui pourraient avoir un potentiel de devenir des gros clients. Un exemple, Hydro-Québec achèterait 500 $ chez vous et ils ont un potentiel de plusieurs milliers de dollars, ben, on le met dans le vert pâle. Et troisièmement, je rajoute ma liste de prospects. Ça veut dire que je vais chercher les gens que je vais contacter
dans, soit dans ma liste de clients que j'ai déjà. Et si vous êtes une entreprise qui commence, ben, à ce niveau-là, c'est juste des prospects que vous allez travailler. Vous n'avez pas de base de données encore. Mais ça nous amène à comprendre l'importance d'une base de données parce qu'une base de données, un CRM qui est super bien monté, qui est bien travaillé, c'est un levier, c'est un coffre-fort pour vous parce que ça va vous offrir de nombreuses opportunités. Ça fait que indirectement, là, c'est un conseil qui ne fait pas partie de ce premier point-là, mais le CRM est fondamental à la réussite de vos opérations. Planification du territoire, clairement, là, vous voyez des chiffres. Si je prends ma première ligne, vous allez voir que mes clients A+, je vais les contacter 4 fois dans mon année physiquement. Je vais avoir 8 contacts numériques, soit des blogs, soit de la publicité, quel que soit le contact. Ça veut dire que mon client de catégorie A va être contacté 12 fois. Je suis capable de dire que chaque contact personnel que je fais va me prendre 1 heure. Ça va me prendre 10 heures pour contacter, c'est-à-dire que j'ai 10 clients de catégorie A+. Donc, ça va me prendre 40 heures dans l'année pour travailler avec eux autres au niveau de ma stratégie de développement des affaires. Je le fais pour tous les A, les B, les C et mes prospects. Ultimement, en faisant un plan stratégique comme ça, je suis capable de savoir exactement le nombre d'heures à peu près que ça va me prendre. Et je peux dire qu'en partant, j'ai 17 heures par semaine, incluant les 4 heures de prospection que je vous avais vues tantôt, qui sont prévues en développement, encadrement de mon territoire de vente. Il me reste donc la moitié de la semaine pour tout ce qui est préparation de préposition, présentation corporative, négociation, etc., etc. À partir du moment que vous avez un plan stratégique qui est aussi préparé, c'est sûr que vous allez scorer. Dernier point qui est fondamental, c'est beau avoir préparé tout ça, mais si je dis des conneries quand je parle aux clients, ça ne marche pas. Je vous ai dit que je contactais mes clients A 4 fois dans mon année. Ça veut dire qu'à chaque fois, je prépare une intervention. Qu'est-ce que je vais dire à mon client? Je vais partir de ses achats, je vais réfléchir au potentiel, je vais définir au niveau de ses besoins, qu'est-ce que je pourrais y proposer. Je vais préparer un argumentaire. Je vais décider à quel niveau de contact je vais présenter mon offre et je vais décider de comment je vais l'approcher. Ça veut dire que quand je parle d'un compte client, d'analyser un compte client, de travailler un compte client, c'est exactement ce qu'on vient de faire comme procédure. Là, chaque fois que je vais appeler mon client, je vais être sexy parce que je vais y amener une valeur ajoutée je ne l'appellerai pas pour dire Hey, salut, c'est Jacques, comment ça va? Est-ce que tu as quelque chose pour moi ce mois-ci? Non. Je vais dire Hey, Jacques, écoutez, je regardais un peu grosso modo. Vous, là, cette problématique-là, est-ce un défi pour votre organisation? Si le client dit oui, parce que tu vas avoir fait tes rachats, tu as des grosses chances qu'il dise oui. Bien là, tu viens d'ouvrir une opportunité de vente croisée, d'augmenter ton panier, d'augmenter tes ventes au sein de cette organisation-là. Donc, la préparation va amener 2 avantages. Vous allez vendre plus et votre acheteur va aussi apprécier grandement votre contribution parce que chaque fois que vous allez parler, vous allez y amener de la nouveauté, vous allez lui amener de l'information. Donc, c'est fondamental. Et dernier point, et ça, c'est aussi fondamental que quand vous vous préparez, c'est d'être en mesure d'avoir vos caractéristiques, avantages, bénéfices. Ce tableau-là, tout le monde devrait l'avoir. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous le prépariez parce que c'est ça qui fait que vous allez scorer lorsque vous allez communiquer. Je vous ai dit tantôt que la communication est à la base, vos caractéristiques, vos avantages et vos bénéfices de vos produits. Ensuite, vous les mettez en lien avec les SONCA qui sont les motivations d'achat. Une caractéristique, un bénéfice doit être décortiqué de 6 façons différentes, doit être présenté de 6 façons différentes. Si, je vais prendre un exemple bien simple, votre entreprise a 10 ans. Quelqu'un qui cherche la sécurité et le confort, c'est un argument de poids. Quelqu'un qui cherche la nouveauté, c'est un argument qui est répulsif. Qui pourrait être le reculé. L'inverse, quelqu'un qui vient de partir de son entreprise, quelqu'un qui cherche la nouveauté, c'est sexy. Quelqu'un qui cherche la sécurité et le confort, c'est répulsif. Donc, quel argumentaire allez-vous choisir pour positionner votre organisation en fonction de ces 6 son cas-là? C'est un travail, ça demande du temps à faire ça. Mais je vous le dis qu'à partir du moment que votre son cas, votre son, excusez-moi, j'ai 2 personnes dans ma salle d'attente.
À partir du moment que vos cas sont compris, que vos bénéfices sont faits, vous allez vous rendre compte que votre dialogue, votre façon de communiquer avec votre client va avoir changé grandement. C'est fondamental. Donc, ce que le point là qui est au niveau de l'organisation, c'est la base. Si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas structuré, le reste ne fonctionnera pas. Deuxième point, automatiser au niveau de vos processus ce qui peut être automatisé. CRM, c'est fondamental. Si vous n'avez pas un outil de gestion de base de clients, parce que le CRM aujourd'hui, c'est aussi votre outil marketing. Ça vous permet de faire des stratégies de vente croisée, vos stratégies de référencement. Tout part de là. Et vous devez vous assurer que votre CRM soit rempli de façon optimale, sinon, ça fonctionnera. Sinon, vous allez perdre des avantages. Après ça, avoir un LinkedIn Navigator qui est le meilleur outil de prospection numérique qui existe, soit un outil comme MailChimp, soit qui est fourni avec Zoho. Vous avez Zoho qui peut le faire, HubSpot, les différents logiciels qui ont l'outil qui nous permettent d'automatiser les courriels, Proposify au niveau des propositions, avoir vos stratégies sociales. Donc, ultimement, regardez, parce qu'il y a quand même des outils d'automatisation qui sont très abordables pour des travailleurs autonomes ou des petites entreprises. Aussi, votre image corporative, vos stratégies. C'est quoi vos stratégies LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, autres réseaux? On ne peut pas être sur partout. Mais si, vous devez être sur LinkedIn, ça c'est sûr. Puis votre image que vous envoyez sur LinkedIn, c'est votre image corporative. Vous devez la soigner. Au même titre que vous soignez aussi vos Facebook. La communication que vous faites sur les réseaux sociaux est à l'image, ça va donner à vos clients votre image corporative, comment le client devrait vous percevoir. Autre point fondamental, c'est bâtir des outils de vente. On l'a vu tantôt, le CAB. Le CAB est un outil de vente qui est excessivement efficace. Mais en prospection, vous devez avoir des scripts de télémarketing, des scripts de courriel, des scripts de téléphone entrant. Vos CAB et son cas, je n'ai déjà parlé. En analyse de besoins, vous allez avoir les 25 questions. Vous devez maîtriser les 8 types de questions. On va revenir là-dessus. Et aussi, avoir vraiment un script écrit. Pourquoi un script écrit? Parce que si vous n'avez pas de script quand vous parlez à vos clients, votre écoute active ne sera jamais au top. Jamais. Il n'y a personne qui va me convaincre que pas de structure, on écoute. Parce que ce qui arrive quand on parle avec quelqu'un, puis qu'on n'a pas un petit crayon, là, puis qu'on n'a pas nos questions écrites, c'est que quand le client me parle, je ne l'écoute plus, je passe à la prochaine question que je vais poser. Ou encore, le client dit quelque chose, j'accroche sur le point 1, mettons, il me dirait, j'ai une problématique, mon cerveau accroche là, le reste de la phrase, je ne l'écoute plus. J'ai perdu les 3/4 de l'information. Si vous écoutez, si vous avez vos questions, vous ne casserez plus la tête à savoir c'est quoi ma prochaine question. Vous allez vous casser la tête à, il y a dit problématique, il y a dit 4 solutions, échéance. Vous allez écrire ces 3 mots-là, puis vous allez revenir avec une dizaine, 12 sous-questions. C'est quoi votre problématique? Comment ça vous affecte? Comment ça vous touche? Est-ce que vous avez perdu des clients? Comment ça vous coûte une perte de clients? Vous allez pouvoir aller à fond, explorer à fond les défis des clients. Puis après ça, vous allez juste regarder votre feuille, vous allez voir votre prochaine question. Si vous n'avez pas ça, vous diminuez grandement votre qualité de communication. Autre point, en faisant ce genre, en ayant cet outil-là, le client va parler beaucoup plus et il va se sentir écouté. Vous contribuez donc à augmenter la relation de confiance entre vous et votre client parce que vous le laissez parler. Et c'est toujours, plus un client parle, plus il vous aime. Moins il parle, moins il vous aime. Donc, une des stratégies en vente, c'est de faire parler le client. Donc, je vous ai parlé de ça. D'avoir un ordre du jour, je vous en parlais tantôt pourquoi c'est important. Grille hiérarchique au niveau des présentations corporatives. Grille pour bâtir des présentations corporatives. Comment un PowerPoint, là, ça se bâtit avec une structure. C'est pas, on se lève un matin, je vais mettre du bleu, je vais mettre du rouge. Il y a une rationalité en arrière de ça. Au niveau de la négociation, la partie généralement la plus faible des représentants, les grilles de concession contrepartie, comment ça structure une négociation commerciale. Ensuite, d'avoir des questions de fermeture sectorielle. Le closing commence dès que vous vous assisez avec le client et non à la fin. Le closing, c'est un processus continu. Ce n'est pas juste une question qu'on pose à la fin.
Donc, c'est hyper important de s'en rappeler. Je vous ai parlé des 8 types de questions. Voici les 8 types de questions. Ouverte, factuelle d'approfondissement, vérité découverte, retour, inductive, fermée alternative, de recentrage. Ouverte, c'est très simple. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est ouvert. Factuelle, ouverte. Quels sont les défis de votre entreprise? Factuelle d'approfondissement, celles-là, je ne peux pas les écrire. Je ne peux pas les écrire parce que c'est une question que je vais poser en retour au retour d'une réponse que j'aurais obtenue. Vérité découverte. Bon, ça ressemble un peu à factuel, mais c'est plus sur les produits du client. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette décision-là? Quelles sont les problématiques pour votre organisation? Des questions retour. Les questions retour, c'est très simple. Le client vous dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Vous entendez quoi par pas de bon sens? Voyons donc, c'est bien trop cher. C'était quoi vos attentes? C'est de ne pas vous compromettre. Et ça, c'est une chose dans mes formations de vente, c'est ne vous compromettez-vous le plus tard possible. Faites compromettre le client le plus souvent possible et plus ça va être le client qui se compromet, plus vous êtes en contrôle de votre relation vente. Quand c'est le contraire, c'est le client qui vous contrôle. Et quand le client vous contrôle, ça ne va pas bien au niveau de votre vente. Des questions inductives, c'est tout simplement des questions où je soumets une réponse. D'après vous, pourquoi la solution A est meilleure que la solution B? Tu peux le faire une ou deux fois dans un processus de vente. Ça va guider le client sur une solution. Mais si tu le fais trop souvent, tu peux passer pour quelqu'un qui essaye de manipuler. Ensuite, des questions fermées alternatives, c'est est-ce que vous préférez le bleu ou le rouge? C'est très bon, ces questions-là, en closing. Ça va nous permettre souvent comment dire, sans lui demander s'il veut la commande, c'est préférez-vous une livraison la semaine ou la fin de semaine? S'il répond à ça, c'est qu'il y a du goût à la commande. Après ça, une question de recentrage qui sert quand quand on travaille des fois avec des gens qui sont très extravertis. Ce genre de questions-là nous permet de ramener le client. Ensuite, deux types de formulations qu'on doit utiliser, la résumé. Puis ça, la résumé, on peut le résumer nous autres mêmes ou le faire résumer au client. Moi, souvent, à la fin d'une formation, d'une présentation à un client, je vais dire, Monsieur le client, qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi les éléments importants que vous retenez de notre rencontre aujourd'hui? Ben, immanquablement, je vais voir s'il a compris les éléments importants. S'il me résume quelque chose de tout croche, je n'ai pas fait ma job ou j'ai mal fait ma job ou j'ai quelqu'un devant moi qui ne comprend pas. Et la deuxième, c'est une déductive. Le client t'amène beaucoup de points. Je dis, Monsieur le client, là, je comprends parfaitement ce que vous me dites, vous voulez ça, mais vous comprenez que ça va vous coûter assez cher. Ça va vous coûter des sous. Le client, s'il n'était pas conscientisé au coût, il va effectivement prendre il va être obligé là, de dire oh oui, OK, je voyais peut-être trop grand. Ou il va carrément me dire que ça lui convient. Autre conseil, se compromettre ou être compromis. Votre job en vente, c'est de contrôler l'information. C'est d'aller chercher. Plus vous avez de l'information et qu'ensuite vous prenez la parole, plus vous allez être sacoche. Mais plus vous prenez la parole rapidement puis vous n'avez pas l'information, moins vous allez être sacoche avec le client et moins vous risquez de bâtir une relation de confiance ou tout au moins vous allez semer le doute dans la tête du client. Parce il y a deux éléments qu'on doit faire. C'est à la fois bâtir la relation de confiance et en même temps diminuer le risque pour le client de faire affaire avec nous. Et si la confiance est là et le risque est là, c'est sûr que vous allez vendre. Mais si le risque est là et la confiance est là, attelez-vous que quand vous allez essayer de closer, vous allez travailler assez fort, merci. Donc, se compromettre, c'est aussi votre positionnement stratégique. Ça, c'est une réflexion. Quand vous commencez un call avec un client, là, comment positionnez-vous vos produits et services? Comment vous positionnez-vous comme étant un expert? J'ai des gens qui participent aujourd'hui qui sont dans le domaine de l'assurance. Vous avez exactement souvent les mêmes produits que des compétiteurs un peu partout. Pourquoi un client achèterait de vous? C'est quoi la valeur? C'est quoi vous amenez de plus? Et c'est là que votre positionnement personnel, la façon d'amener un client, monsieur le client, ça c'est une question que je pose souvent à mes clients, monsieur le client, on devient des partenaires, c'est quoi vos attentes face à mon travail? Le client va me dire tout ce qu'il aime d'un représentant, puis il va me dire tout ce qu'il déteste d'un représentant. Je viens de me positionner. Monsieur le client, l'autre question, c'est si, comment dire, euh, si on bâtit
Si vous... OK, c'est quoi vos attentes? Dans le fond, une question très simple, c'est quoi vos attentes face à une entreprise comme la nôtre? Il va vous le dire. Là, vous venez d'avoir énormément d'informations avant même d'avoir commencé votre call. Très souvent, quand quelqu'un m'appelle ou que je parle à quelqu'un qui a accepté de me rencontrer, ma première question va être, ou une de mes premières questions, je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui, monsieur ou madame. Juste par curiosité, pourquoi avez-vous accepté notre rendez-vous? Et là, je vais voir, y a-tu déjà entendu parler de moi? Est-ce que c'est parce qu'il est curieux? Est-ce que parce qu'il y a un besoin? Sa réponse va me permettre d'aligner mon call en fonction. euh, Est-ce que je suis référé? Est-ce que mon positionnement est bon? Donc, je vais tout de suite m'ajuster et je vais être capable d'ajuster tout ce qui va suivre en fonction de ce que j'ai déjà lu de la situation en partant. C'est hyper important d'avoir des questions de positionnement stratégique au début de votre processus de vente pour être capable de bâtir cette relation de confiance. Si le client me dit ce qu'il veut, s'il me dit c'est quoi ses attentes, je vais être capable de gérer tout ça. Je vais être capable de dire oui, je vais le faire avec vous. Voici ce que je vais faire. Puis je vais répéter la même chose qu'il vient de me dire. Je vais rajouter un avantage de plus. Puis je vais le closer. Je le close sur ce qu'il vient de me dire. Et en plus, quand lui me le dit, c'est beaucoup plus fort que si moi je lui dis. C'est ça, on va revenir, je vais vous en reparler dans quelques instants de ce point-là. À quoi doit-on réfléchir lorsqu'on travaille avec un client? Bon, la première chose, quand je travaille avec un client, c'est un conseil que ça, je dis toujours lorsque je suis en présentation, lorsque je parle, c'est ce que je veux que mon client retienne. Vous savez qu'en vente, dans toute communication, vous avez la mémoire courte et la mémoire longue. Bon, un client est capable de retenir 3 à 4 éléments d'une présentation. Si vous en présentez 10, puis vous les présentez n'importe comment, le client ne retiendra peut-être pas les 3 points que vous voulez qu'il retienne. Définissez les points que vous voulez que votre client retienne. Ayez des storytelling. Un client va retenir 5 des stats que vous lui présentez, mais il retient 60 d'une histoire que vous lui contez. Donc, ayez des histoires qui sont reliées à ce que vous voulez y vendre pour le sécuriser, pour lui donner des exemples et surtout pour, des fois, un client va se sentir hey, on est donc stupide. Non, storytelling va dire vous n'êtes pas tout seul à vivre cette situation-là. Voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on a fait, voici où ils sont rendus aujourd'hui. Je me vante, mais en utilisant une histoire qui s'est passée ailleurs. Et là, je sécurise mon client. Donc, ayez des storytelling. Quand vous présentez des bullet points, vos textes, si vous avez des textes qui soient pas trop longs, mais qui soient explicitifs en présentation. L'autre chose, j'ai dit, là, ça, c'est pour qu'est-ce que le client va retenir. Ensuite, je vais réfléchir à ce que je veux que mon client ressente. Mes vidéos, mes photos ou en analyse de besoin. Est-ce que j'ai envie que le client, on disait dans le temps, faire souffrir le client lorsqu'on était en analyse de besoin, ou encore quand je vais parler d'une solution, puis je veux, c'est vraiment ce qu'on a besoin. On doit donc réfléchir à ce qu'on veut qu'il retienne, ce qu'il ressente, et aussi, le dernier point, c'est quoi le call to action? Qu'est-ce qu'on veut que le client fasse à la fin de notre présentation ou pendant notre présentation? Ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir parce que ça va amener la structure de nos processus, de notre processus de vente aux différentes étapes. Je vous avais parlé tantôt, le point 7, c'est réduire le risque. Le risque d'achat. Le client, c'est le client qui a un risque. Dans un processus, là, si je fais une mauvaise vente, moi, j'ai une commission en plus. Je suis payé même si j'ai mal travaillé. Le client, lui, va avoir à justifier dans son entreprise qu'il a acheté le mauvais produit. C'est le client qui va vivre avec les conséquences. Donc, notre job, c'est plus on est capable de ramener le risque du client à zéro, plus j'augmente mes chances d'augmenter ma vente. Comment pouvez-vous réduire le risque du client? Bien là, c'est à voir. Il peut y avoir différentes stratégies, mais c'est surtout, ça va aussi être beaucoup basé sur la confiance du client sur le produit, confiance du client sur vous, puis confiance du client sur le service à la clientèle que vous pouvez avoir. Donc, si vous avez documenté ça, si vous avez des référencements, si vous avez des témoignages vidéo, si vous avez des lettres écrites, bien, tout ça va contribuer à la diminution du risque. Évidemment, un des points, j'y ai touché tantôt,
mais le point majeur en vente, c'est la valeur ajoutée et facteur de différenciation. On l'a dit tantôt, un client n'achètera pas la caractéristique, mais il va acheter le résultat et le bénéfice que votre produit va lui procurer. Quand je vends une formation en vente, je ne vends pas, écoute, je vais vous faire une formation sur le closing. Vous allez voir, on va regarder ça, on va regarder ça, puis on va regarder ça. Non. Monsieur le client, si on fait une formation, regardez, votre équipe de vente est ici, là. Puis si on la forme et on la coach, elle va être là. Vous me disiez, vous êtes à 1 million de chiffre d'affaires, on met un programme de formation et de coaching, on va monter ça à 1,2. Donc, soyons conservateurs, pour la première année, on parle de 20 d'augmentation de vos ventes, 200 000 $. Est-ce que 200 000 de ventes de plus vous intéresse? Je suis très loin d'une formation en vente. Okay? Je suis vraiment sur le bénéfice du client. Le client, là, s'il achète le 200 000, le reste va suivre. Après ça, on va y expliquer qu'est-ce que ça va être les processus, comment on va faire ça, comment ça va fonctionner. Mais si j'ai dit que, regardez, là, le point toi de ma formation sur le closing, c'est ça, ça va être très intéressant. Vous allez voir, là, les gens vont triper là-dessus. Je ne vendrai pas. Fait qu'il faut toujours trouver ces bénéfices. Je vous ai montré le cadre tantôt. C'est à ça que ça vous sert, d'avoir l'argumentaire qui va vous permettre de scorer avec votre client et après ça, vous vendrez vos caractéristiques. La valeur ajoutée, ça porte toujours sur une augmentation de profit, sur la vente moyenne qui augmente, sur des entreprises plus rentables, plus performantes, sur une image corporative bonifiée, solidité de la relation avec ses clients. Donc, ultimement, je dis toujours, les avantages, c'est le générique. Par contre, le bénéfice, c'est que ça touche le client. Si je suis capable de dire au client, voici ce que je t'amène, c'est 200 000 $ de plus dans ton chiffre d'affaires. C'est concret. Okay? Augmenter vos ventes, c'est l'avantage. 200 000 $, c'est le bénéfice. Et plus vous êtes capable d'avoir des bénéfices, plus ultimement, votre vente va être facilitée. La valeur ajoutée, vous l'avez pour vos produits et services, mais les représentants oublient toujours la valeur qu'eux amènent au processus. Vous devez être capable de comprendre la valeur ajoutée et de la transmettre au client. Ça, c'est une qualité que malheureusement pas tous les représentants ont. Si vous êtes capable de transmettre cette valeur ajoutée-là, vous êtes gagnant. Plus encore, si le client voit une valeur ajoutée à vos services, vous avez une expertise telle, il y a une confiance tellement tellement forte en vous, il va être prêt à payer plus cher pour vous avoir. Et les gens, tantôt on en regardait les son cas, là. Confort, sécurité, sympathique, c'est tous des gens qui sont prêts. Ils se foutent, là, j'exagère en disant ça, mais le prix est secondaire. Ce qu'ils veulent acheter, c'est une expertise, c'est une sécurisation, c'est pas de problème. Si vous leur prouvez que vous allez leur ramener une solution, que vous allez gérer le changement, vous allez, comment dire, les accompagner. Même si vous êtes 6 plus cher qu'un compétiteur qui n'a pas réussi à prouver ça, vous allez l'avoir, la commande. Donc, il y a des clients que ça ne fonctionnera pas. Les clients qui sont argent, à moins d'éprouver le retour sur l'investissement, mais les gens qui achètent strictement un prix, c'est 30 %. Moi, quand on me dit c'est le prix, je pose la question, est-ce que je comprends bien, là, vous me dites que la valeur du produit n'a aucune importance pour vous. Là, ils vont te dire, ben non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ben, vous m'avez dit que c'est le prix. Après ça, le service à la clientèle, vous me dites que ça n'a pas d'importance pour vous. Ben non, je n'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Par des questions, encore là, on est capable de désamorcer ça. Et là, ça amène le client sur une réflexion sur l'importance du produit, la valeur du produit, du service et de l'expertise. Donc, la question qu'on se pose, c'est, puis je pose quand je fais une formation avec mes représentants, pourquoi qu'un client paierait plus cher pour vous avoir, vous, comme représentant ou représentante ou comme conseiller? Si vous n'avez pas de valeur, ça veut dire qu'il peut changer de représentant ou représentante n'importe comment. Mais si vous avez une valeur, s'il comprend que vous y amenez toujours des nouvelles connaissances, quand je vous disais tantôt le plan stratégique, là, les 4 fois je l'appelle, c'est 4 fois que j'amène des connaissances nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le marché qui est capable de faire ça. Ça veut dire qu'ultimement, si vous êtes capable de faire ça, vous allez être gagnant. Donc, votre valeur ajoutée, avec votre structure du CAB, vos questions, tout ça vont ensemble pour focusser, bâtir la relation de confiance avec un client, l'amener à tellement avoir confiance en vous qu'il est prêt à payer plus cher. Ça veut dire que votre positionnement de prix, il se fait au début.
Quand il y a des questions, c'est très simple. C'est quoi vos critères de décision? Ça, vous devez le poser au début. S'il me dit le prix, je vais travailler sur le prix, je vais lui poser les questions que je viens de vous poser, donc la qualité du produit. Ah, là, oh. Il y a des gens qui vont vous dire c'est juste le prix. Bon, on va choisir est-ce que je continue à faire avec lui ou pas. Mais dans d'autres cas, s'il me dit ah non, le produit est important, le service est important, bien là, ça va être très intéressant de poursuivre une relation avec ce client-là. Je vous ai parlé du CAB. Les motivations, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Donc, sécurité, c'est quelqu'un qui cherche la sécurité. Puis, un représentant qui dirait je peux avoir les meilleurs prix, il s'en fout. Il veut avoir quelque chose qui va sécuriser ses processus. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'avoir un produit. Bon, je cherche une assurance, puis que j'ai 2 courtiers qui me parlent. Il y en a un qui dit hey, je suis capable d'avoir les meilleurs prix, les meilleurs prix. OK, mais si je passe au feu, il arrive quoi? Quelqu'un qui me dit voici comment je te protège, tac, 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 voici s'il arrive ça, tac, 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 voici. Et qu'ultimement, il est un petit peu plus cher. Ben, je vais peut-être, juste parce que je veux me sécuriser, payer plus cher. J'aurais peut-être la même affaire. Mais l'autre a mal vendu. Puis c'est en vente, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement toujours le meilleur produit ou service qui gagne. C'est la personne qui communique le mieux le service ou le produit qui va gagner. Quand je vous disais tantôt en entrée de jeu que c'est la communication qui fait foi de tout, vous avez beau avoir le meilleur service, si vous le communiquez mal, vous ne vendrez pas. L'orgueil, c'est souvent l'image corporative. La nouveauté, c'est les personnes qui couchent 48 heures devant la porte de chez Apple pour avoir le nouveau téléphone. Le confort, c'est pas de problème. Je veux vraiment que ça soit simple. L'argent, on en a parlé. La sympathie, ça, c'est le fun, c'est les gens qui vous aiment, qui vont vous être fidèles parce qu'ils vous trouvent fin, gentil, sympathique. Donc, vous allez les garder avec vous très longtemps. Autre conseil, on en a parlé, c'est connecter avec un client. Connecter, c'est à nous autres d'adapter notre discours. On doit adapter notre discours au client en fonction de son profil de personnalité. Parler à un introverti ou à un extraverti, c'est 2 approches différentes. Moi, je suis un extraverti. Si je parle à un introverti, je claque la pédale, plus calme. Quand un introverti marche en réflexion, action, réflexion, l'extraverti est en action, réflexion, action. Je dois connaître ces choses-là pour pouvoir m'ajuster. Thinking ou feeling, c'est 2 façons. Le thinking, là, c'est on fait de la business, je ne veux rien savoir de ta vie. J'exagère en disant ça, on s'entend. Puis le feeling, c'est on va prendre un café avant de commencer à parler. Moi, je suis un thinking. Quand je suis devant un feeling, je n'ai pas le choix de m'ajuster. Si je ne m'ajuste pas, je vais passer pour un sauvage. Puis il va dire hey, ce gars-là, c'est pas vivre. J'exagère. Puis dans la façon de communiquer aussi, le thinking va me dire hey, ce que tu me présentes là, c'est de la merde, tu es capable de faire mieux. Alors que le feeling va me dire hey, tu as fait un bel effort. Là. C'est 2 approches de communication, c'est 2 bonnes personnes. Mais si je ne le comprends pas, puis je suis un extraverti feeling et que je me ramasse devant un introverti thinking, c'est l'Halloween, c'est le cauchemar absolu. Profil de négociateur, stratège relationnel égalitaire. Lié avec mes 2 autres profils, je sais exactement si un représentant ou une représentante est capable, comment elle va réagir dans une période de stress de négociation. Elle va être capable de négocier. Est-ce qu'elle va tout donner? Est-ce qu'elle va être trop dure sur ses points stratégiques? Le non-verbal, en vente, là, quand je pose la question, les gens me disent ah oui, le non-verbal, se croiser les bras, faire ci, faire ça. Oui, mais le non-verbal, c'est quels sont les gestes que vous contrôlez sciemment pour persuader un client. Je vous ai montré tantôt ça. Ça, c'est pensé. Quand un client négocie mon prix, je me recule. Un silence. Vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dire par cher? J'ai 3 réactions non verbales avant d'ouvrir la bouche. Des gestes. Nous allons vous encadrer, nous allons vous soutenir, nous allons soutenir votre développement, votre sourire. Donc, vous devez, je vous dirais, un conseil, trouver 5 à 10 gestes non verbaux que vous allez intégrer sciemment dans vos relations avec vos clients. Et vous allez voir que ça change la communication. Puis ça va vous donner un impact, ça va augmenter votre facteur de persuasion. Le choix des mots, vous devez l'ajuster en fonction de avec qui vous êtes. On ne parle pas au vice-présidente de jardin de la même façon que je peux parler, mettons, à un propriétaire d'une shop, en tout respect. Ensuite, vous allez aussi vous ajuster à l'expertise du client. Pardon, un client qui est un expert dans un domaine versus quelqu'un qui ne connaît rien de votre domaine. Si je parle de la même façon aux 2, il y a un problème. Les visuels, auditifs, kinesthésiques, d'en prendre compte.
C'est moins évident aujourd'hui avec, on est de plus en plus en ligne, mais quand on était en personne pour une présentation, je ne donnerais pas ma proposition à quelqu'un qui est visuel parce qu'il va regarder la proposition puis ne m'écoutera pas. Donc, il y a des actions, des façons de faire que je vais prendre en fonction des personnalités. Mais retenez que c'est moi qui dois m'ajuster à la façon de communiquer de l'autre et non le contraire. Et plus vous allez être capable de le faire, plus vous allez scorer au niveau de votre relation client. Autre point de la communication, Salesforce a fait une recherche où ils ont sorti les 10 points qui contribuent, que un client veut pour communiquer. Vraiment, là, la première chose, c'est amenez-vous, éduquez-vous votre client. Est-ce que vous l'amenez ailleurs? Est-ce que vous êtes en collaboration avec votre client? Est-ce que vous êtes capable de le persuader des résultats de votre produit et service? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous l'aidez à éviter les pièges parce qu'il n'y a pas l'expertise que vous avez? Est-ce que vous l'aidez à concevoir une solution adaptée à ses besoins à lui et non vendre ce que vous voulez y vendre? Est-ce que vous avez un processus d'achat clair et efficace? Est-ce que vous avez établi un solide contact personnel? Puis, est-ce que vous comprenez la valeur ajoutée? Donc, est-ce que vous êtes capable de prendre vos produits et services et de le transmettre dans le langage du client, d'être capable de lui faire comprendre comment votre produit va rendre son entreprise meilleure et plus efficace. Donc, ça, c'est les 10 points fondamentaux qui vont jouer sur la connexion, qui vont faire qu'un représentant, ça va devenir un partenaire et non un fournisseur. Et plus vous êtes à un niveau de partenaire, plus vous êtes difficile à sortir. Il y a donc 3 niveaux au niveau lorsqu'on parle de créer une relation avec un client, c'est c'est se connecter. Donc, maîtriser les techniques de vente, comprendre, s'intéresser à l'humain. On arrive au deuxième point qui est convaincre. On est le meilleur choix. On a le meilleur retour sur l'investissement. Puis c'est le risque minimum lorsque vous faites affaire avec nous. Et ensuite, on rentre en collaboration. C'est quoi nos objectifs, puis comment on va le faire. On travaille, quand on est rendu là, c'est comme si on serait presque partie prenante de l'entreprise, tant que la confiance est créée. On a accès à pratiquement tout au sein de l'organisation. Donc, les 3 objectifs, se connecter, convaincre, collaborer, on parle des 3 C. Dernier point, j'ai mis quelques éléments. Ordre du jour, retention de l'information et storytelling. J'en ai parlé un petit peu du storytelling tantôt. Mais un ordre du jour, là, c'est niaiseux, mais les gens, c'est des points gratuits. Là. L'ordre du jour, ça permet d'inspirer confiance. Vous arrivez avec quelqu'un, vous dites, Monsieur le client, vous n'avez pas besoin de l'avoir écrit. Il peut être oral. Vous dites, Monsieur, Madame la cliente, voici ce que je vous propose pour ma rencontre aujourd'hui. Je vais me présenter brièvement. Je vais vous poser des questions sur votre entreprise pour bien connaître qui vous êtes, bien connaître ce que vous faites. Ensuite, on va échanger, on va se poser des questions. Puis comme 4e étape, on va regarder c'est quoi notre prochaine étape ensemble. Je viens en partant de dire qu'il va y avoir une prochaine étape avec moi. Je viens de dire exactement ce qui se passe. Et puis ici, là, je vais lui donner confiance parce qu'il va comprendre que je sais où ce que je m'en vais dans ma rencontre client. Et je vais effectivement aller chercher mon premier oui parce que je vais lui poser la question, est-ce que mon ordre du jour vous convient? J'ai un premier oui. Ça veut dire qu'après 1 minute avec mon client, j'ai déjà un oui. Je vais lui faire dire oui ensuite sur mon expertise, sur mon entreprise, et en dedans des 5 premières minutes, il me dit 3 fois oui, ce qui fait que le bâtir la relation de confiance est super bien parti parce que j'ai envoyé une image d'organisation et j'ai envoyé une image que je sais où ce que je m'en vais. Vous pouvez même rajouter des fois le temps que ça va durer au niveau de la présentation. L'autre chose aussi, puis là, je vous invite à prendre l'information. En communication, il y a ce qu'on appelle la mémoire courte, la mémoire longue. Vous voulez faire une présentation, vous voulez que le client retienne des choses, bien, structurez vos éléments. Si je mets 10 éléments sur cette feuille-là ou je répartis avec des éléments principaux comme ça, le client va retenir beaucoup plus les 4 points qui sont là que ici. Parce qu'ici, il va choisir ce qu'il doit retenir. Il ne retiendra peut-être pas ce que je veux qu'il retienne. Ici, il va retenir ce que je veux. La mémoire longue, on sait qu'en mémoire longue, les gens vont retenir plus le premier élément et le dernier élément. Ça veut dire que ce que je veux
que le client retienne, ça va être le début de ma présentation, ça va être le premier élément, ça va être le dernier élément. Et en plus, je vais lui demander de résumer pour optimiser encore la rétention de ces 2 ou 3 éléments-là qui sont hyper importants pour moi, que je veux qu'il retienne. Donc, pour la rétention d'informations, toujours être en mode interactif. Ça, c'est un point très important. Quelle que soit l'étape on sait qu'en analyse de besoin, on pose des questions, mais je vois trop de gens aussi en présentation présenter, puis là, c'est drôle, ils shootent, mais une présentation, c'est une conversation avec quelqu'un. Si le client ne parle pas, vous perdez des points. Vous devez échanger. Monsieur le client, vous pensez quoi? Vous pensez quoi de ce que je viens de vous présenter? Voyez-vous comment ça s'applique chez vous? Ou comment pourra-t-on l'appliquer chez vous? Reformuler, etc., pour vous assurer que la communication soit le plus efficace possible. Storytelling, je vous en ai parlé tantôt. Compter des histoires, ça a un impact majeur. Puis ce qui est intéressant quand tu comptes une histoire, c'est que tu changes le beat d'une conversation. Tu vas dire, monsieur le client, hey, je peux-tu vous conter une histoire? Je peux-tu vous conter ce qui m'est arrivé chez un autre client? Là, vous venez de susciter la curiosité. Quand on dit ça, l'autre bord, wow, oui, oui, tu vas me conter une histoire. Ce qui fait que là, tu arrives, puis là, quand tu es en live, tu changes ta façon d'être. Puis quand tu es en présentation Zoom, tu vas dire, ouais, hey, voici ce qui m'est arrivé. Là, tu comptes l'histoire. Puis là, tu dis, vous en pensez quoi de cette histoire-là? Ah, c'est comme chez nous, c'est vrai, c'est encourageant. Hein? Donc, un storytelling, ça vient, comme vous voyez, on captive, on dramatise, on solutionne. C'est un principe d'un genre de film. OK? Vous écoutez tous des films là, aux séries où tac, ça part, il y a un drame, hein, puis on arrive avec une solution. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça termine la présentation. Ici, c'est les prochains webinaires qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines. Vous avez la liste. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site Internet, vous pouvez communiquer avec moi, puis on peut en discuter. Vous pouvez donc choisir de participer à tous les webinaires ou choisir ceux qui peuvent vous intéresser. Est-ce que, période de questions, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y avait quand même pas mal de stock? Si vous mettez tout en place, qu'est-ce qui a été présenté aujourd'hui? Vous avez du travail, je vous le dis franchement. Structurer une organisation de vente efficace demande travail, mais une fois que c'est bien structuré, vous allez en retenir, vous allez en avoir beaucoup d'avantages de ça. Vous allez vous démarquer de vos compétiteurs. Vous allez devenir un champion de votre domaine. Puis ça, je pense que c'est ce que tout le monde recherche. Donc, s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Juste vous rappeler d'ouvrir le micro si vous avez une question à me poser, s'il vous plaît. Est-ce que je considère que c'est correct pour tout le monde? Ben, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de questions sur la présentation en tant que telle, vous allez recevoir cette présentation-là par courriel au cours des prochains jours. Je vous remercie d'avoir été présent ce matin. Comme je vous dis, pour n'importe quelle question, besoin que vous pourriez en vente, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon site internet, c'est lejacquelaberge.ca. Vous pouvez me rejoindre aussi par téléphone au 418-254-2979 ou par courriel au jlaberge.ca. La présentation aussi va être en ligne au cours des prochains jours. Vous allez recevoir le lien pour ma chaîne YouTube là, pour aller revisionner si vous avez besoin de revisionner. Je crois que certaines personnes sont arrivées peut-être en retard si vous voulez revoir le début. Donc, le lien va être disponible au cours des prochains jours. Je vous remercie d'être là et je vous dis peut-être à la prochaine.